C'est pas simple pour moi de reprendre la parole après d'avoir une journée extrêmement riche en analyse et en propos qui m'ont beaucoup éclairé sur ce que nous vivons depuis quelques mois. Ce n'est pas simple de prendre la parole après les témoignages extrêmement bouleversants qu'il y a eu cet après-midi. Je vais essayer de rester souriante et ouverte parce que les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui sont notamment celui d'Amal, notamment les vôtres, qui sont extrêmement touchants. Voilà. Ils peuvent être bouleversants, mais j'ai la chance d'avoir deux fils, Antonin et Angèle, jeunes et vivants, en bonne santé. Et malgré ce qui leur est arrivé, on est là pour se battre. Et donc, je vais essayer de ne pas pleurer, voilà, avec votre aide. Alors, on m'a beaucoup posé la question de me dire, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas informé davantage et plus tôt sur la situation de vos fils? C'est la première fois, moi aussi, Antoine, que je suis amenée à parler de ce que nous avons vécu en public. On ne l'a jamais fait depuis 9 mois. Un mouchoir, non pas pour pleurer, excusez-moi. Tiens. C'est pas facile de parler de quelque chose qu'on a vécu dans la brutalité depuis 9 mois. D'abord parce que dans un premier temps, on a mis du temps à se rendre compte de ce qui se passait, de la gravité des faits et de la machine terrible qui s'abattait sur nous et surtout sur Antonin et Angèle. Ensuite, on nous a dit c'est une affaire hyper médiatique, il faut rester discret. Donc on est resté discret. Ensuite, nos fils ont été envoyés en prison. On n'y croyait tellement pas qu'on se disait que chaque jour ça allait s'arrêter. Et donc, on se projetait dans cette perspective de les retrouver très rapidement. Et puis, il nous a fallu du temps pour nous rendre compte au fil des mois que la situation était grave et qu'il ne fallait plus rester seul. On a décidé, avec notre famille et quelques proches, de créer une association. On nous a dit c'est très facile, hein, il faut rédiger les statuts, vous les envoyer à la préfecture et c'est fait. On a fait ça le 1er janvier 2017, tous ensemble, avec quelques proches, Angèle. Et puis, notre association a mis 3 mois à être créée, parce que c'est pas si simple que ça. D'abord, il faut trouver la bonne préfecture, et puis ils ont pris un peu de temps aussi pour instruire notre dossier. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a une association qui s'appelle Liberté pour Antonin, et qui n'a pas pour seul but d'obtenir la libération d'Antonin, mais en tous les cas, ses fondateurs et ses adhérents veulent dans cette association dénoncer les atteintes intolérables qui ont été faites aux droits fondamentaux d'Antonin, d'Angèle, de leurs 2 camarades qui ont été arrêtés ce 18 mai avec eux, et de tous les autres manifestants, mais plus particulièrement le non-respect de la présomption d'innocence qui a maintenu et qui maintient encore Antonin en détention préventive. Le non-respect de liberté d'opinion, puisque ce sont ces opinions qui ont envoyé Antonin et Angèle et leurs camarades en prison. L'atteinte à la liberté de manifester, parce que c'est dans le cadre d'une manifestation contre les violences policières qu'ils ont été arrêtés et jetés en prison. On veut également dénoncer l'acharnement judiciaire et policier dont ces jeunes ont fait l'objet, dont ils sont victimes, du fait de leur engagement militant et politique, et du fait d'une communication surmédiatisée par un gouvernement qui était très décrédibilisé après les mouvements du printemps 2016, et qui a voulu par ailleurs donner des gages de fermeté en livrant ces jeunes en pâture à la police. À ce propos, il y a quelque chose qui peut être intéressant à relever. Alliance a fait un communiqué de presse sur l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, dont la victime est Théo, il y a quelques jours. Et on pourra dire peut-être que c'est la première fois où je serai d'accord avec le syndicat Alliance, qui demande que l'on ne s'acharne pas par un emballement médiatique contre les policiers qui font l'objet de cette enquête,
et qu'ils ont le droit à la présomption d'innocence. Je suis donc d'accord avec eux et je demande la même chose pour mes fils et je demande la même chose pour tous ces jeunes qui peuvent être mis dans cette situation. Donc, avec cette association, on va essayer de mener des actions. Donc, c'est la première aujourd'hui à laquelle l'université et les étudiants ont bien voulu nous associer et je les en remercie. On s'associera et on s'appuiera sur toutes les expériences qui ont été apportées ici, parce que nous, on est assez novices en la matière. Donc, on va s'appuyer sur la page Facebook des étudiants, Libérons Antonin. On avait mis en place une communication à travers un blog Mediapart qu'on va continuer à faire vivre. On vous a proposé de signer une pétition qui est toujours vivante sur change.org et dont on vous propose encore de signer aujourd'hui. On a 2800 signataires, on est très contents. Évidemment, ce n'est pas les mêmes scores que d'autres pétitions célèbres, mais en tous les cas, on travaille. Et je remercie Amal qui a été une des premières signataires de cette pétition et ça m'a beaucoup touchée. Donc, on vous propose de poursuivre encore à signer cette pétition. Et puis, on vient de créer un blog, parce qu'on n'est pas très doué en page internet, donc on va apprendre au fur et à mesure pour l'association et qui pourra relayer l'ensemble des informations et des événements que vous pourrez décider avec nous tout à l'heure dans votre AG. Et j'espère qu'on pourra continuer ensemble toutes ces actions. Je voulais juste... je ne peux pas parler de la prison puisque je ne la connais que de l'extérieur. Je ne peux pas parler de ce que Angèle a vécu en prison, lui qui est resté 1 mois et demi et qui est resté 3 mois ensuite éloigné de Paris, qui est resté 7 mois sans pouvoir rentrer chez lui, qui est resté 6 mois en ayant interdiction de voir et de communiquer avec son frère, qui vient enfin de rentrer à la maison, mais qui est toujours sous le joug d'un contrôle judiciaire extrêmement sévère. Je ne peux pas parler de ce qu'il a vécu. Je ne peux pas parler de ce que Antonin vit depuis 9 mois, même si je le vois régulièrement. Je ne peux parler que de ce que nous, son entourage, sa famille et ses proches, vivons quand nous allons le voir en prison depuis 9 mois. Donc je voulais vous apporter ce témoignage qui pourra aussi vous montrer... et enfin, en tous les cas, enrichir le discours et les discussions qu'on a eues aujourd'hui. Notre vie, je prends mon papier parce que c'est pas toujours facile de tenir le fil. Notre vie à nous, parents, c'est de continuer notre vie quoi qu'il arrive. D'abord pour ne pas culpabiliser nos enfants de la répression que nous subissons nous aussi avec eux. Il faut que nous allions au travail. Il faut que nous continuions à vivre normalement pour eux, pour tenir debout. Il y a quelque chose qui est particulièrement difficile, c'est qu'à leur âge, il est normal de voir partir ses enfants de la maison. C'est le cycle normal de la vie. Il se trouve qu'à ce moment-là, ils nous ont été arrachés, ces 2 fils, de manière très brutale, et que de manière extrêmement contradictoire, ils sont aujourd'hui totalement dépendants de leurs parents, alors qu'ils avaient commencé à prendre leur autonomie, qu'ils travaillaient, qu'ils militaient, qu'ils avaient une vie sociale. Et c'est un mouvement inverse qui est particulièrement difficile à vivre pour nous, quand on accompagne ses enfants dans l'autonomie, de devoir tout à coup être à leur côté pour les besoins essentiels de leur vie. C'est ça aussi la prison, et donc ça peut vous mettre la tête à l'envers. Notre vie aujourd'hui, elle est essentiellement consacrée à l'accompagnement d'Antonin, dans tous les petits moments, microscopiques moments de temps, d'espace qui nous sont donnés avec lui. D'abord, notre quotidien maintenant, c'est de nous lever 3 fois dans la semaine, très tôt, d'être prêt à 7 h du matin avec tous les téléphones qu'on peut trouver dans la maison, donc un fixe et 2 portables au moins, et maintenant quand j'allais rentrer à la maison, il nous aide de son portable aussi. Et dès 7 h du matin, nous prenons les rendez-vous pour les parloirs dans 15 jours, pour avoir la chance d'obtenir un créneau. Il y a à peu près 15 créneaux dans la semaine pour aller rendre visite à Antonin. Dans son bâtiment, il vous l'a dit, ils sont 900. 15 créneaux pour 25 personnes. Vous voyez
je pense qu'il y a un peu moins d'un tiers des détenus du bâtiment D2 qui peuvent espérer avoir une visite. Et donc, le matin, à 7 h, on est à peu près entre 800 et 1000 personnes à téléphoner au même moment pour avoir un rendez-vous 15 jours plus tard. On met parfois 1 heure à avoir ce rendez-vous, et parfois, au bout d'1 heure, on nous dit qu'il n'y a pas de créneau. Et pourtant, ces rendez-vous sont essentiels pour nous comme pour lui. Donc voilà notre début de journée, chaque semaine. Quand on a la chance d'avoir ces 3 visites hebdomadaires à Fleury, avec les quelques rares amis qui sont autorisés à venir le voir, nous partons pour une demi-journée entière, le temps de prendre la voiture, de partir à Fleury, d'escompter de ne pas avoir de bouchons, de ne pas avoir de pépins, de passer à la maison des familles, déposer tout ce qu'on a dans nos poches, de passer au portique, de trembler, de ne pas avoir une pièce de monnaie ou une barrette dans les cheveux qui nous fasse sonner au portique et qui doivent nous faire repartir, voire être sanctionnés, d'être privés de visite, de trembler parce qu'on a froid dehors, on attend beaucoup, de trembler parce qu'on a peur qu'on découvre le bonbon, le petit gâteau qu'on va cacher quelque part dans nos vêtements pour nos enfants, parce qu'on n'a pas le droit de leur apporter quoi que ce soit. Et puis on passe chercher nos permis, on attend encore très longtemps et on se voit 45 petites minutes, et 45 minutes que nous ne céderions à personne, qui sont extrêmement précieuses. Et puis on repart, on fait le même chemin dans le sens inverse. On tremble un peu moins, simplement du désespoir de l'avoir quitté. Mais c'est un quotidien que peu de gens racontent, et c'est le quotidien de toutes les familles qui vont maintenant, et que j'ai rejoint, que nous avons rejoint maintenant à Fleury. On lui écrit beaucoup, bien sûr, beaucoup de lettres. Il en a reçu beaucoup de vous. Ces nouvelles du dehors, elles sont majeures pour lui. C'est le seul moyen de ne pas l'oublier. Et c'est vrai, rare bonheur. Donc je vous le demande, continuez à lui écrire, même une carte avec un cœur dessus, même si vous avez du mal à écrire, continuez à écrire à Antonin parce que c'est sa seule fenêtre de liberté. Et ces visites et ces lettres que nous envoyons, ces visites que nous essayons de tenir systématiquement, c'est aussi un gage de sécurité pour Antonin, du respect de ses droits minimums. Antonin, depuis 9 mois, n'a toujours pas le droit de téléphoner. Voilà, ça devrait être quelque chose de simple, mais pour l'instant, il n'a toujours pas le droit de téléphoner officiellement d'une cabine téléphonique. Donc les visites et les lettres sont aussi un moyen de montrer à l'administration pénitentiaire qu'il n'est pas seul, qu'il est entouré, et nous pensons qu'il risque moins de subir les injustices qui peuvent se produire dans les prisons. On lui apporte 1 fois par semaine son linge propre, et on repart 1 fois par semaine avec son linge sale à laver, que je repasse jusqu'à la moindre chaussette. 8 paires de chaussettes, 7 slips, je peux vous donner la liste, je la connais par cœur. Et puis il faut mesurer les serviettes de toilette, mesurer les écharpes, on n'a pas le droit à tout, pas de ceinture bien entendu. On apporte tout ça à un surveillant qui vide le sac sur la table, remet tout en bouchon, même si vous avez pris la peine de tout plier, pour lui apporter son linge. On tente dans les parloirs de lui donner tous les conseils qu'on peut pour se tenir en bonne santé, pour manger, pour cuisiner, parce que c'est un grand plaisir pour lui aussi de cuisiner, pour cuisiner à partir de ce qu'il peut s'acheter en prison, il ne faut pas tout acheter, et puis pour éviter de se mettre en situation d'urgence médicale, parce que l'urgence médicale en prison, c'est la pire angoisse des prisonniers. Ils arrivent à peu près à obtenir des soins quotidiens de base, mais quand on est en urgence, devoir attendre les autorisations pour être sorti de la prison et être envoyé dans un hôpital peut mettre votre vie en danger, là où des soins classiques et rapides auraient été suffisants. Et ça, les prisonniers le savent, et la moindre urgence peut prendre un caractère extrêmement angoissant chez lui. Le soin quotidien des détenus, donc sa santé, ses vêtements, ne dépend que de la capacité des familles à l'assurer et à subvenir à leurs besoins vitaux. Et je le dis parce qu'il y a énormément de prisonniers qui sont seuls, qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas de famille, et qui ne vivent qu'avec les 20 € qui leur sont donnés par l'administration pénitentiaire et les seuls repas qui leur sont donnés
par l'administration pénitentiaire. Et je trouve que le sort d'Antonin est déjà difficile à vivre. Je me rends compte qu'il est plus facile que d'autres. Et il faut penser à toutes ces personnes qui sont totalement isolées. On essaie d'apaiser ses peines et ses angoisses. On a parlé de la question du soin psychologique et des soins psychiatriques. Évidemment, on essaie, nous, de lui apporter ces soins plutôt que de le laisser prendre des médicaments qu'il ne prendrait pas. D'ailleurs, tu as raison, Antoine, c'est important de le dire. Il est très angoissé parfois sur ce qu'il vit, sur la manière dont il va de se projeter dans l'avenir. Est-ce qu'il pourra un jour continuer à travailler avec les enfants et les jeunes avec qui il s'est investi depuis qu'il a 17 ans? C'est très difficile pour lui. Il arrive à poursuivre ses études grâce à ses professeurs et ça c'est déjà énorme. On essaie dans le même temps d'éteindre la colère qui monte dans son cœur parce que, pas tant pour ce qu'il vit lui, je pense qu'il est au clair avec ses idées, son militantisme et la raison pour laquelle il se trouve aujourd'hui à Fleury, mais plutôt sur ce qu'il observe chaque jour à Fleury, sur le sort de ces milliers d'hommes dont la présomption d'innocence est bafouée, foulés du pied, dans des conditions assez terribles, pour des durées illimitées, parce qu'aujourd'hui, dans une affaire criminelle, il peut rester 3 ans en prison, mais il a suffisamment d'expérience autour de lui, de gens qui sont depuis plus de 3 ans en prison et qui n'ont toujours pas été jugés. Sa colère de voir comment la prison démultiplie les inégalités du dehors, c'est-à-dire que quand vous êtes pauvre et isolé dehors, vous l'êtes encore plus en prison. Antonin a déjà pu voir 2 suicides depuis 9 mois. Donc c'est une expérience, on va dire, qui n'est pas rare. Et personne ne ressort indemne, évidemment, d'une telle inhumanité. Malgré ça, Antonin et nous sommes convaincus qu'il ressortira renforcé dans ses convictions et renforcé dans les combats qui l'ont mené aujourd'hui à cette situation. C'est pour ça aussi qu'on l'exhorte à étudier, à garder l'esprit vif, alerte, et qu'il étudie avec tant d'acharnement avec ses professeurs, qu'il est si angoissé d'ailleurs de ne pas travailler assez pour eux. Il pense qu'il leur manque de respect quand ils ratent un travail. Mais il faut qu'il garde sa pensée toujours libre, cette pensée que personne ne peut enfermer là où il est aujourd'hui. C'est son seul espace de liberté. Pour nous, parents, se trouver devant cette situation, devant l'abîme de souffrance dans laquelle on a jeté nos enfants, se trouver devant cet abîme sans pouvoir rien faire pour eux, sans pouvoir les retenir, au moment même où ils s'apprêtaient à s'envoler, à vivre leur jeunesse, à prendre les rênes de leur vie en main, les voir stopper dans cet élan, les voir arrêtés et emprisonnés. Je pense que c'est la pire torture qu'on puisse faire des parents, de voir leurs enfants vivre dans cette situation. Et cette peine qu'ils ont eue, nous la vivons avec eux chaque jour et chaque nuit depuis 9 mois. Témoigner de ce que nous vivons, nous, famille de prisonniers, c'est particulièrement difficile. Vous dire à vous, parents, la peine que nos enfants vivent, et vous dire à vous, les plus jeunes, les enfants, la peine que nous, parents, vivons dans cet emprisonnement, c'est très difficile parce que je veux être fidèle aux idées d'Antonin. Et en tenant ce discours, j'ai totalement conscience d'être aussi l'auxiliaire des institutions répressives et de vous passer un message de l'État, de la justice, de la police et de la prison que je n'ai pas envie de vous porter. Pour autant, je suis obligée de vous le dire et j'espère que vous garderez votre recul entre l'émotion de ce que nous vivons, l'authenticité de notre vécu et les idées d'Antonin et de ses amis auxquels il faut rester fidèle. C'est extrêmement difficile parce que nous sommes fusionnels avec nos enfants. Nous ne sommes que souffrance avec eux. Alors que leurs idées nécessitent forcément distance et radicalité. J'ai entendu ce mot plusieurs fois ce matin et je l'ai beaucoup mieux compris. Et nous sommes pris dans un étau et une contradiction qui est particulièrement
difficile à vivre. On a des démons tous les jours qu'on doit combattre sur l'éducation qu'on a apportée à nos enfants, à nos fils. Chaque jour de leur vie, on les a exhortés à porter un regard critique sur le monde, à construire leurs propres routes, leurs propres opinions, à définir leurs combats, à être hors des sentiers battus, à défendre bec et ongle leurs valeurs de solidarité, de partage, d'entraide, plutôt que de compétitivité, d'argent. Nous étions persuadés que notre société était capable d'entendre les propositions nouvelles de la jeunesse, qu'on pouvait intégrer ces propositions dans la construction d'un monde nouveau, et jamais on n'aurait imaginé que nos fils pourraient aller en prison un jour pour leurs idées, et jamais nous n'aurions imaginé être punis nous-mêmes pour les avoir élevés de cette manière-là. On se démène aujourd'hui dans la défense de nos fils, puisque même Angèle sortie, son affaire n'est pas terminée. C'est avec une grande brutalité qu'on a découvert ce monde, cet acharnement d'une machine d'État, de ces bras armés que sont la police, la prison, la justice, qui s'est abattue sur nous comme sur eux de manière extrêmement violente, mais comme sur tous ceux qui ont voulu manifester et défendre leurs idées, contre ceux qui, comme Antonin et Angèle, voulaient défendre ceux qui étaient encore moins bien lotis qu'eux, ceux qui payent de leur intégrité ou de leur vie les discriminations dans lesquelles ils sont maintenus dans les périphéries du pouvoir et des plus aisés. Cette prise de conscience a été plus brutale encore pour nous. On nous a très vite classés dans la catégorie des bobos parisiens, on est des bourgeois du 14e arrondissement, pour nous enfermer, mais enfermer aussi le combat d'Antonin et d'Angèle et de leurs camarades dans l'opposition habituelle des Blancs de centre-ville contre la réalité qui est imposée, qui est vécue aux banlieusards depuis 30 ans. On en a parlé à plusieurs reprises à cette table encore cet après-midi. Nous, on ne se justifiera pas d'être ce que nous sommes, de vivre là où nous sommes. Mais je dois vous dire qu'on a été terriblement blessés de ce discours. Il doit être vrai, pour partie, mais il n'est pas vrai aussi pour une autre partie. En tous les cas, ça nous a ouvert les yeux sur les puissants relais qui sont utilisés aujourd'hui par ces institutions répressives pour ségréger encore plus et discriminer encore plus ceux qui veulent partager leur combat, la convergence des luttes, diviser pour mieux régner. Oui, Antonin se bat pour ses causes, et oui, Antonin, aujourd'hui, partage leur sort. C'est la seule chose qui compte pour moi. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin dans ce constat, parce que je crois qu'on n'est pas les mieux placés pour en parler, même si on perçoit mieux, chaque jour maintenant, la justesse des combats d'Antonin, d'Angèle et de leurs camarades. Nous sommes des parents qui subissons toutes ces violences, nous sommes touchés au cœur, évidemment parce que ce sont nos fils qui ont payé le prix fort et leurs amis. Nous sommes pris dans un étau douloureux, vous l'aurez compris, une contradiction dans laquelle je ne sais pas me sortir. Car si je me bats chaque jour pour que le sort d'Antonin soit connu, pour qu'il ne soit pas oublié, pour voir Antonin libre, Antonin, lui, qui n'a jamais voulu être dans la lumière plus que ses camarades, lui veut seulement être un homme libre. Et rendre à Antonin ce qui était Antonin, cette petite phrase où il m'a dit « Maman, toi tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux pour me voir libre, et moi je veux être un homme libre », c'est de lui. Voilà. Et je l'ai trouvée tellement marquante que j'ai voulu la redire aujourd'hui parce qu'elle m'a beaucoup éclairée sur nos différentes positions et que nous ne pouvons pas faire autrement de tenir.